Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 40 de Issu de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme 15 titres, pas moins, 10 titres issus de DC Comics, avec le numéro 1 de Mr. Terrific Year One, avec un petit segment Superman ensuite, le Summer of Superman, le Superman Unlimited 1 et le Superman 26. Ensuite, on enchaînera avec le numéro 4 de Zatanna, le numéro 6 de New Gods, le numéro 7 de Batman and Robin Year One. Ensuite, un petit segment Absolute avec le Absolute Flash numéro 3, le Absolute Martian Manhunter numéro 3, le Absolute Wonder Woman numéro 8, puis on terminera avec 5 titres issus de Image Comics, le numéro 1 de Sleep, le numéro 4 de Bug Wars, petit segment Ghost Machine avec le numéro 6 de High Street et le numéro 12 de Red Code, et on terminera avec le numéro 13 de Pharaoh. Vaste programme que voilà, donc on va commencer sans plus attendre avec le numéro 1 de Mr. Terrific Year One. Ici je vous présente une variant cover de Evan Doc Shaner. Et oui, cet artiste qui a notamment œuvré sur Mr. Terrific dans The Terrifics de Jeff Lemire, et on y reviendra d'ailleurs. Là, je vous présente également la cover régulière du dessinateur qui fait les 3 quarts, donc les pages 4 à 24, je crois, donc Valentine Delandro, colorisé par Marissa Louise. Et sinon, pour les toutes premières pages, je crois que c'est les 3 premières pages, c'est Edwin Galmon qui fait le dessin et la colorisation. Il n'y a que 20 pages dans ce comics, puisque c'est Valentine Delandro qui fait les pages 4 à 20. Et donc on commence comme ceci, comme je vous le disais, avec un autre dessinateur qui nous montre un petit peu l'historique du personnage de Mr. Terrific, Michael Holt. Donc on nous montre un petit peu qu'il a fait partie de la JSA, moi c'est comme ça que je l'ai connu, hein. L'excellente JSA de Jeff Jones que vous pouvez trouver en 3 omnibus ou en VF, la JSA Chronicles. Mais on vous montre également qu'il a fait partie d'une équipe de Terrifics, et ça c'est ce dont je vous parlais juste avant de Jeff Lemire, avec notamment Evan Doc Shaner au dessin, mais pas que. Et donc on revient un petit peu sur l'historique de ce personnage qui est quelque part brillant, qui est le 3e plus grand cerveau du monde, the third smartest man on the world. Qui sont les 2 premiers, me direz-vous? Probablement Lex Luthor et Batman, même si, allez, on va dire que Ray Palmer pourrait largement avoir son mot à dire là-dedans. Donc on va suivre le personnage de Michael Holt qui est complètement traumatisé suite à évidemment la tragédie qu'il a connue. Il a perdu sa femme, Paula, et son bébé lors d'un accident. Du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se remettre évidemment de cette tragédie-là. C'est un génie, hein, c'est quelqu'un, lui et sa femme, qui ont fondé Holt Industries, et donc c'était des petits génies de la technologie. Mais là, évidemment, il a plus le cœur à faire tout ça. Néanmoins, il continue un petit peu à créer 2-3 gadgets. Il a son intelligence artificielle en guise de compagnie. Il a pas mal de choses comme ça. On voit qu'il est en train d'élaborer un petit peu ces T-Spheres, hein, ce qu'on a vu notamment dans la cover, hein, ces sphères hantées qui, voilà, des espèces de drones, hein, mais vraiment high-tech. Et donc là, il est avec son ami Dre qui l'informe un petit peu de la tour Prescott, parce qu'il a vendu ses actions de Holt Industries à Prescott. Hein, et donc Prescott, par l'intermédiaire de Athena Prescott, est en train de construire une sorte de tour. Donc, mais cette tour Prescott, visiblement, elle serait très nocive et elle engendrerait pas mal de maladies assez terribles autour d'elle. Donc forcément, Dre, il essaie de sensibiliser Michael là-dessus en disant il faudrait lutter contre ça et empêcher l'avènement de cette tour. Donc forcément, Dre, lui, va un petit peu se radicaliser. Il va essayer de faire une intervention, on va dire, un petit peu militante et révolutionnaire. Et c'est un petit peu les conséquences de tout ça qui font que Michael va être un petit peu contraint de sortir de chez lui, chose qu'il n'a plus faite depuis la tragédie qu'on a connue. Donc c'est vraiment à la fois quelqu'un de traumatisé qui va être obligé d'un petit peu sortir de sa zone de confort, un petit peu de se bouger le cul littéralement, afin de devenir sa destinée, Mr. Terrific. Franchement, j'ai trouvé que c'était un numéro 1 super engageant, donc il m'a beaucoup plu. Vous avez vu le style de dessin qui est plutôt sympa, qui est un peu façon Michael Lark, chose comme ça, que vraiment j'ai trouvé qu'il fonctionnait très bien. Donc franchement, non, c'est top, je vous remontre un petit peu. C'est vraiment un numéro 1 que j'ai trouvé franchement engageant, donc c'est mini en 6, vivement la suite. On enchaîne avec, comme je vous le disais, le segment Superman. Donc là, je vous présente Summer of Superman qui est sorti maintenant il y a plusieurs semaines, hein, je dirais même il y a presque un mois. Donc je suis un petit peu en retard. Donc non-stop action, disent-ils, et oui, et ils ont raison, puisque c'est 30 pages de comics sans la moindre publicité, donc ça c'est vraiment hyper plaisant. Donc on nous montre, c'est divisé en 3 chapitres, voilà, avec Jorge Jiménez au dessin, principalement. Il y aura un petit peu aussi de finition de Belen Ortega pour le chapitre 3 et du Dan Mora pour l'épilogue, The Past, The Present and The Future.
Donc, premier chapitre scénarisé par Mark Waid, le deuxième scénarisé par Dan Slott et le troisième scénarisé par Joshua Williamson, qui sont un petit peu les trois architectes de l'été de Superman. Vous le savez, Mark Waid, qui a déjà fait des épisodes sur Action Comics, mais qui va reprendre Action Comics ici, en racontant un petit peu la jeunesse de Superman, à savoir Superboy, et c'est ce qui nous a raconté un petit peu ici. Vous avez évidemment Dan Slott, qui lui va s'occuper de Superman Unlimited, dont on va parler dans un instant, et Joshua Williamson, qui continue l'excellente série Superman, qu'on est déjà à son 26e numéro, dont on parlera tout à l'heure également. Donc là, on va suivre un petit peu le passé donc, de Superman en tant que Superboy, la relation qu'il a aussi avec Lana Lang, un petit peu la relation à côté de laquelle il est passé, notamment, à savoir est-ce que c'était la destinée qui n'arrive pas à avouer les sentiments qu'il éprouvait pour mieux plus tard rencontrer Lois, la femme de sa vie, et enfin, afin qu'elle aussi, Lana Lang, puisse rencontrer l'homme de sa vie, parce qu'il va être question de cela également. Mais il va être aussi question de cette espèce d'adversaire qui traverserait le temps, qui traverserait l'espace-temps, on ne comprend pas trop pourquoi, que veut-il, pourquoi court-il après Superboy et Superman. On va y revenir, donc on revient ici au présent, à Smallville, parce qu'évidemment, il y a un mariage qui se profile, et ça c'est avec John Irons, donc Steel, et vous connaissez aussi sa nièce, Natasha, donc voilà, un petit peu la Steel Family, si vous voulez. Alors évidemment, ces épisodes de Summer of Superman se déroulent avant le Superman 25, parce que vous savez que le cliffhanger du Superman 25 était quelque chose d'assez important en ce qui concerne notamment Superwoman. Et là, j'espère que vous appréciez les planches de Jorge Jiménez, qui est en pleine forme, je trouve. Donc là, c'est ce fameux adversaire dont je vous parlais. On ne comprend pas trop justement ses éruptions, le pourquoi du comment. Et ça va être très intéressant, puisque on va le comprendre beaucoup plus et beaucoup mieux à la fin de l'épisode. Donc là, forcément, on a normalement un mariage qui doit avoir lieu. Les doutes de Lana Lang, elle fait part de ses doutes, évidemment, à Clark, mais lui, il arrive à trouver les mots pour la rassurer et pour dire qu'ils seront toujours là de toute façon et que la vie est faite de tumultes c'est de hauts et des bas, mais parfois les bas, il faut réussir à les gérer du mieux qu'on peut. Regardez, c'est magnifique. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très chouette, très beau. Et on voit que ce Summer of Superman, il annonce pas mal de choses, à la fois sur justement ce cliffhanger très intéressant qui montre que cette créature qui traverse l'espace-temps, elle a un lien avec visiblement quelque chose d'assez noir, d'assez sordide. Je ne peux pas trop vous le révéler, mais franchement, le cliffhanger, il est vraiment intriguant. Et d'ailleurs, il va être un petit peu question de ce cliffhanger dans Superman, mais quid de Superman Unlimited de Dan Slott, on va en parler tout de suite. En tout cas, ce Summer of Superman, j'ai trouvé ça vraiment très bien. À la fin, on nous présente évidemment les différentes séries à venir. Évidemment, Supergirl, je vous ai déjà parlé du numéro 1 qui m'a absolument pas convaincu, qui est sorti, je crois, il y a quelques semaines. Crypto de Last Dog of Krypton, qui va bientôt sortir, ça je vais clairement y aller. Avec notamment, je crois qu'il y a une variante cover de Dustin Nguyen, je vais clairement pas passer à côté. Je crois que c'est Ryan North au scénar. Donc Ryan North qui a œuvré sur The Unbeatable Screwball Girl, un long run qui lui a permis de gagner des Eisner Awards, figurez-vous. Mais il œuvre également sur les Fantastic Four depuis maintenant plus de 25 épisodes, je crois. Il y aura également Adventures of Superman Book of Hell de PKJ, Philip Kennedy Johnson au scénar et de Scott Godowski au dessin. Ce sera, je crois, en 12 numéros. Je vous présente ça rapidement. Donc voilà. Une maxi en 12. Je vais probablement aller dessus aussi. Et on aura une Superman Treasury Edition, Hero for All, de Dan Jurgens et Bruno Redondo. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc vraiment beaucoup de choses qui sont prévues pour l'été de Superman. Avec notamment, on l'a vu, Dan Slott qui a lancé également sa série avec Superman Unlimited. Ici, je vous présente une variant cover que j'aime beaucoup de Seba Fiumara. Il n'y a pas la cover régulière. Je ne sais pas si c'est un oubli de leur part ou si ils ont changé leur fusil d'épaule, mais on a d'habitude quand on a la carte stock avec une variant cover, on a la cover régulière en dessous. Ce n'est pas le cas. Bon, qu'importe. On a donc Dan Slott au scénario et on a Albuquerque au dessin, Raphaël Albuquerque au dessin et Marcello Maiello à la colorisation. Vous avez peut-être lu ces premières pages dans le FCBD, c'était le flipbook FCBD. D'un côté, vous avez le Absolute Universe, et de l'autre, ces toutes premières pages jusqu'à là, la double page que je vous ai présentée avec cette énorme kryptonite, météorite kryptonite qui arrive, avec Superman qui tente de l'arrêter. Alors, ce Superman Unlimited, écoutez, déjà, Raphaël Albuquerque, qui est un dessinateur que j'aime énormément, je l'ai trouvé franchement parfois extra, et parfois, sur certaines cases, je ne l'ai pas trouvé génial, je l'ai trouvé assez irrégulier dans ce qu'il propose.
Alors là, on a quoi? On a effectivement, on prévient Superman que, bah, visiblement, on nous parle de... Alors attendez, j'ai complètement oublié comment s'appelle cette espèce de métal. Le Synertron, quelque chose comme ça, oui, je crois, l'Inertron. L'Inertron, ouais, je crois que c'est ça. Qui était donc un métal qu'on connaît dans l'ordre de Superman, mais visiblement, ce métal cache souvent de la kryptonite. Et là, Superman, évidemment, bah, plus il essaie de ralentir la chute, la vitesse de cette kryptonite qui se dirige sur Terre, et plus il voit sa vie défiler. Et c'est plutôt une manière très intelligente et très intéressante, je trouve, de faire un petit peu le point sur le personnage de Superman, ce qu'il a pu connaître. Je trouve que c'est assez malin, c'est assez intelligent tout ça. De montrer aussi bah, quel peut être l'héritage de Superman, avec notamment cette statue avec cet aigle. D'où vient cet aigle? Aura-t-on une origin story sur ce Super Eagle? On en doute, mais voilà. Donc vraiment, on nous montre tout ça, que ce soit ses antagonistes, ce qui a fait de lui ce qu'il est, que ce soit sa famille de Krypton, sa famille adoptive de Smallville, ses ennemis jurés, à savoir, bah, comme vous pouvez le voir, la Brainiac, Lex Luthor, mais également Darkseid, ou même... voilà, tout ce qui se passe à Kandor, comment il s'appelle, j'ai complètement oublié, le général Zod, voilà, c'est ça, j'avais complètement oublié son nom. En gros, on a un numéro que je trouve vraiment intéressant, donc il revient, là vous l'avez vu, sur Doomsday, la mort de Superman, plein de choses très intéressantes. Et on se demande ce qu'il advient de Superman, puisque c'est quand même le fait qu'il ait essayé de stopper cette météorite kryptonite, quoi, bah, ça l'a prolongé dans une espèce de coma de 3 mois. Et voilà, et au-delà de ça, ce qui est très important, c'est qu'il y a un statu quo qui est complètement redéfini, c'est-à-dire que cette kryptonite, elle a permis, bah, notamment à une nation-État d'émerger, en utilisant cette ressource et comment dire, en redéfinissant, en rebattant les cartes complètement de l'économie mondiale, à savoir que bah, la kryptonite verte devient la ressource la plus prisée. Et forcément, cette nation-État de El Caldero, elle va tout redéfinir. Et le cliffhanger redéfinit aussi complètement le personnage de Superman. Écoutez, c'est un numéro 1 que j'ai trouvé plutôt sympa, mi-générique, mi-bouleversant. C'est-à-dire que il est très générique et il raconte vraiment ce qu'il faut savoir sur le personnage de Superman si vraiment vous avez un petit peu loupé tout ça. Et en même temps, bah, ce que ça propose avec cette histoire de kryptonique et cette nouvelle nation-État de El Caldero, bah, ça va complètement tout changer. Et même le personnage de Superman, visiblement, il y a eu des conséquences par rapport au fait qu'il ait essayé de stopper cette kryptonite. Donc ça fait beaucoup, et je me demande juste comment Joshua Williamson va pouvoir bah, l'intégrer dans sa série Superman. Puisque dans Superman 26, que je vous présente ici, donc scénarisé par Joshua Williamson, dessiné, alors c'est pas Dan Mora, parce que Dan Mora a fait une pause, hein, dessiné par Eddie Barrows, Eber Ferreira, et également Sean Isaacs, et à la colorisation, on a Alejandro Sanchez. Et justement, c'est ce qu'on avait dit aussi, dans Superman, il y a autre chose que Williamson avait un petit peu bâti depuis le début de son run, à savoir cette espèce de Superman Red. Le fait que Superman, lorsqu'il est en colère, il devient incontrôlable, il n'arrive plus à discerner alliés d'ennemis. Et là, on va revoir un petit peu justement ce qui a précipité cette colère vis-à-vis de Lex Luthor. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait vu un petit peu avec Mercy Graves, qui avait plus ou moins utilisé la Supercorp à ses fins personnelles, et elle voulait vraiment suivre les directives de son amour, de son mentor, Lex Luthor. On aura aussi des choses, des interludes ici très très importantes, et ça c'est génial. Joshua Williamson, il avait déjà intégré quelques interludes amoureux, on va dire, dans un épisode Save the Date qui était vraiment génial, mais là on a des interludes qui sont très très importants pour l'intrigue, et notamment pour, en ce qui concerne le personnage de Superwoman, et justement d'où lui venaient ses pouvoirs, on l'avait appris, on se doutait que ses pouvoirs seraient probablement temporaires, mais voilà, ça va quand même pas mal changer les choses. Là on a aussi la confrontation forcément Superman Mercy, qui est vraiment très importante. À côté de ça, on a Lena Luthor qui souffre énormément également. Encore un autre interlude qui est absolument génial. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi qui m'a quand même un petit peu intrigué quand on nous montre justement la pancarte de Midvale, Home of Supergirl. C'est assez étonnant par rapport à ce qu'on a vu notamment du numéro 1 de Supergirl. Quid d'une réalité alternative, d'un morceau multiversel, on ne sait pas. Bon, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et on va avoir justement cette confrontation finale entre Superman et Lex Luthor qui revient sur le début du numéro. Mais on a vraiment quelque chose que je trouve assez génial. Encore une fois, ce Superman de Williamson, je l'aime depuis le début. Je le trouve brillant. Et on va voir le retour d'un personnage qui, là aussi, dont Williamson a déjà parlé dans ce run, qui est vraiment super.
Non, non, vraiment, on a quelque chose de génial. On a un marchandage à venir entre Superman et Lex Luthor, le retour d'un personnage qui est très fâché après Superman. J'adore ce run. C'est juste comme je vous le disais. En plus, il intègre dans ce numéro le fait qu'il va y avoir cette espèce de justement de futur dont il a été question dans Summer of Superman, avec cette espèce d'être un peu intrigant qui traverse les époques et les temporalités. Mais il n'est pas trop question encore pour l'instant de ce dont il a été question par Dan Slott dans Superman Unlimited et cette kryptonique verte et cette émergence de El Caldero, cette nouvelle nation-État. Bon, on verra, sans doute, je pense qu'il y aura le lien entre tout ça. Action Comics, donc c'est Mark Waid qui va parler de la jeunesse de Superman. Superman Unlimited, bon, on va continuer avec ce nouveau statu quo sur le personnage et sur cette définition de cette nouvelle économie mondiale avec cette kryptonique verte, pardon. Et ces épisodes de Superman, on va continuer avec ce Superman rouge et ce marchandage à venir avec Lex Luthor. Voilà. On continue avec DC Comics et ce Zatanna numéro 4, scénarisé, dessiné et colorisé par Jamal Campbell. Ce sera une mini en 6. Donc, l'antépénultième numéro de Deadly Dance, Lady White and Brother Knight. Cette espèce de cauchemar magique dont Zatanna n'arrivait pas à s'extirper, ce cauchemar magique par l'intermédiaire de cette épée qu'il a transpercé carrément le poitrail. On a vraiment cette espèce de cauchemar sans fin qui était dans un Hollywood fantasmé de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment, on voyait qu'un petit peu, elle faisait souffrir tout son entourage, enfin en tout cas c'est ce qu'on essayait de lui faire prendre conscience, de lui faire nourrir des regrets ou de la culpabilité par rapport à un de ses acolytes, notamment Adam, ce qui lui était advenu de lui, ou encore de Blue Devil, Dan Cassidy, qui était normalement un de ses compagnons, un de ses principaux compagnons, mais lui aussi, à qui il arrive des bricoles. On avait vu dans le dernier numéro aussi ce qu'il était advenu de Gueule d'Argile, de Clayface, Basil Carlo, le pauvre, qui lui aussi avait tenté de se raccrocher à une sorte de rêve ou d'illusion pour mieux vivre et pour mieux fuir la réalité. Ça, c'était quand même très intéressant. Et là, il y a aussi un marchandage avec Fuseli, le démon des cauchemars. Et là, on va voir quelque chose de très intéressant, où à la fois le reste de sa troupe et donc ce petit démon vont lui faire prendre conscience de sa toute-puissance, malgré tout. Et elle n'est pas n'importe qui, c'est bien Zatanna Zatara. Et on va avoir ici, du coup, un affrontement très intéressant, parce que forcément, ses alliés deviennent des ennemis de circonstance. Comment va-t-elle s'en sortir? Mais regardez-moi ces planches que nous propose Jamal Campbell. Je trouve que c'est du grand spectaculaire, c'est vraiment très plaisant. À l'instar de Zatanna Bring Down the House de Mariko Tamaki et Javier Rodriguez, le formidable Javier Rodriguez, dont il est très possible qu'on reparle un petit peu plus tard. C'est vraiment quelqu'un qui s'éclate au niveau des compositions. J'aime énormément. J'aime beaucoup sa Zatanna. C'est aussi lui qui avait dessiné les épisodes tie-in de Superman, donc Superman et Zatanna dans Absolute Power, que j'avais également beaucoup apprécié. Cette mini, elle m'éclate et on sent que Zatanna, c'est un des personnages les plus puissants de l'univers d'ici, malgré les contraintes que propose la magie, mais c'est quelqu'un qui fait preuve aussi d'humilité et qui fait preuve d'amitié et beaucoup de ce que je vous disais, c'est un mélange d'humilité et de solidarité, c'est ce qui fait que ce personnage est très touchant. Elle n'a pas forcément conscience de la pleine mesure de ses pouvoirs, et c'est ce qui fait qu'elle a aussi ses limites, et c'est vraiment très beau. Donc j'aime vraiment cette mini-série. On continue avec New Gods numéro 6. Maintenant je prends plus que des variantes, vous savez, depuis que j'ai peur que la cover puisse spoiler. Mais regardez-moi cette magnifique variant cover de Philippe Andrade. La cover régulière, elle est là. Toujours signée, je ne sais plus qui signe la cover d'ailleurs, je vais vous dire ça. Mais bien sûr, c'est Nimit Malavia, c'est vrai. Et donc, Run, Death is the Black Racer. Il va être question du Black Racer. Donc, New Gods, série toujours scénarisée par Ramvi, dessinée majoritairement, normalement, par Evan Kagel, mais il y a souvent un dessinateur invité. Mais écoutez, ici, c'est l'inverse. Evan Kagel va faire que 3-4 planches, et c'est principalement Philippe Andrade qui va dessiner cet épisode. Regardez-moi ça, donc c'est très éthéré, vous connaissez Philippe Andrade, vous avez peut-être déjà vu son style dans Laila Star notamment, donc voilà, ça commence par Evan Kagel. On avait suivi, vous vous souvenez, New Genesis, qui était vraiment en très mauvaise posture, notamment le personnage de Light Ray aussi, également. Et on va voir que, un petit peu justement, à la fois la relation entre cette espèce de racer, comment dire, cette espèce d'entité de la mort, quoi, quelqu'un qui va vous courir après, et une fois qu'il vous a attrapé, c'est fini pour vous, c'est la fin de votre existence. Cette espèce de métaphore de course que je trouve vraiment très belle. Don't Fear the Racer, qui est évidemment une métaphore, un titre de métal bien connu.
Donc voilà, Philippe Andrade qui fait les dessins et la colorisation, donc sur The Race, et Evan Kagel qui fait The Arrival. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on a vraiment à la fois ces flashbacks de discussion entre Light Ray et ce racer sur la vie, sur l'existence, sur son but. On a aussi, on a l'impression, les derniers mots du High Father dans sa confession sur Light Ray, justement sur le fait qu'il les recueillit et qu'il voulait absolument qu'il rencontre un jeune garçon normal pour pas qu'il se rende compte de leurs différences parce qu'il pensait qu'il était absolument démuni de pouvoir, qu'il n'avait aucun talent en particulier. Et on va se rendre compte que peut-être le seul talent dont il disposerait, ce serait un talent qui lui permettrait de subsister tout simplement. Donc on a à la fois cette métaphore vraiment très belle de cette course-poursuite éternelle où Light Ray fait tout pour demander à la source de revenir parce qu'il n'en a pas terminé avec ce monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Racer aussi qui a du mal à vouloir accomplir sa destinée. À côté de ça, on l'avait vu, l'intervention un petit peu extérieure pour permettre la résolution de ce problème, avec notamment Orion, vous le savez, Orion qui voulait absolument tuer ce bébé qui serait peut-être une nouvelle réincarnation d'un potentiel Darkseid, ou en tout cas un nouveau dieu. Donc non, vraiment, on a à la fois ce côté éthéré de Philippe Andrade, puis ce retour à la réalité, avec l'arrivée de la Justice League par Evan Kagel. Waouh, ça claque, encore une fois un numéro que j'ai trouvé génial. De toute façon, ça New God, faut pas passer à côté, et ça tombe bien, ce sera édité en VF par Ironman, donc chouette. Vivement la suite, on n'est qu'à la moitié, c'était le 6e numéro sur 12. Et justement, on a commencé la seconde moitié, également d'une maxi en 12, du côté de Batman and Robin Year One, scénarisé par Mark Waid, dessiné par Chris Samney, et mise en colorisation par Mateus Lopez. Donc on est déjà au chapitre 7. Vous le savez, on a un petit peu ce règlement de compte des mafieux entre eux. On avait le général Grimaldi qui avait essayé de faire en sorte que les mafieux s'entretuaient et il ne voulait pas du tout qu'ils puissent se douter de la source d'un petit peu tous ces différents attentats perpétrés. Il voulait vraiment prouver à son père que lui, il était capable de mieux mener la pègre dans Gotham City. À côté de ça, on a la petite semaine de Gotham très agitée. Voilà, un processus narratif assez classique mais efficace sur la semaine de Batman et Robin à Gotham. Et ils en font la conclusion que là, clairement, il y a une espèce de mal qui se répand. On voit bien qu'il y a une espèce d'anarchie qui se généralise dans Gotham City. Et on a toujours des planches aussi belles de Chris Samney. Alors je vous avoue, c'est pas forcément le numéro que j'ai préféré de cette maxi depuis le début, mais ça reste un numéro que j'ai trouvé très agréable globalement. On revient pas mal aussi sur Robin, justement, sur le fait que toujours c'est cette assistante sociale qui fait des visites surprises, que ce soit au manoir ou pourquoi pas à l'école. Et là, Robin trouve un petit stratagème pour justifier les différents bleus, les différentes blessures qu'il a sur lui, parce qu'on ne voudrait pas non plus qu'il enquête trop. Et à côté de ça, on va avoir évidemment le personnage de Matt Hagen. Matt Hagen qui est le Clayface ici, parce que vous le savez, il y a eu différentes itérations de Clayface, que ce soit Basil Carlo ou Matt Hagen. C'est souvent soit un acteur ou quelqu'un qui a voulu essayer de mener une vie, mais qui finalement est un échec total. Là, forcément, c'est cette fonction de métamorphe qui va être très importante, à la fois d'infiltration, d'espionnage ou de trahison. Pour qui va-t-il travailler? Il y a à la fois Grimaldi, Two-Face, les différents clans mafieux, Batman et Robin qui à la fois sont dans leur balbutiement mais avec leur relation qui se solidifie, où il y a vraiment cette relation de confiance. Il y a un moment, une discussion entre Alfred et Bruce Wayne qui est vraiment très touchante de savoir, bon alors, comment ça se passe, il y a des progrès, ça va mieux, parce qu'il trouvait un petit peu intrépide, limite insolent, parfois un petit peu négligent, voire avec des conduites téméraires qui pourraient, pourquoi pas, le conduire à sa propre mort. Donc il y a vraiment quelque chose de très chouette avec ces deux mentors qui parlent un petit peu entre eux et qui voient bien ce Robin s'épanouir malgré tout. Donc j'adore cette maxi, même si c'est pas le meilleur numéro, celui-là le numéro 7. Mais bon, c'était vraiment très chouette. On y va, on rentre dans un segment Absolute, cette fois avec le Absolute Flash numéro 3, avec cette super cover qui fait, je sais plus qui en parlait, je sais plus si toi Jules ou quelqu'un d'autre, mais clairement ça fait penser à Jorik et Sperluette dans Why the Last Man, Y le dernier homme de Brian Kevogan. Et on a encore une fois le numéro de Flash, donc scénarisé par Jeff Lemire, dessiné par Nick Robles, et mise en colorisation par Adriano Lucas. Et cette série Flash, on a le 3e numéro qui fait un petit peu, c'est le dernier numéro de l'introduction. On a l'introduction en 3 numéros, ce qui est assez original. Donc 3 numéros dessinés par Nick Robles, on aura un autre dessinateur pour le numéro 4 et 5, mais
Je me suis renseigné, hein, Omnibus and Stuff, ne t'inquiète pas. Mais Nick Robles reviendra au numéro 6. Regardez-moi ces planches. Et à chaque fois, on a ça. On a une série qui est frénétique. On nous raconte beaucoup de choses, beaucoup d'allées et venues de temporalité. Parce que c'est très confus, c'est le bordel. Mais à l'instar de ce qui se passe dans la tête de Wally. Et on va le voir d'ailleurs, parce que dès qu'il se pose un petit peu, c'est plus calme. On avait toujours ces Lascar, hein, ces Rogues, redéfinis dans cet univers absolu, qui voulaient mettre la main sur Wally, mais quand on connaît évidemment leur employeur, bah, on comprend beaucoup mieux. Mais normalement, ils doivent mettre la main dessus, mais surtout bah, lui permettre de revenir sain et sauf. Et on va avoir ce mini-Grodd, et ce mini-Grodd et Wally qui vont faire une espèce de connexion. Et là, c'est deux doubles planches. Je les ai trouvées vraiment splendides. Alors, c'est un numéro qui se lit très vite, hein, Flash oblige. Mais vraiment, rien que pour ces deux doubles planches de Nick Robles, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Et on sent comme une espèce de connexion, quand même. Deux destins quelque part liés, deux destins un petit peu tragiques, on va dire deux jeunes êtres qui ont perdu un phare, un repère fondamental et essentiel dans le chemin de leur vie, et qui vont tenter de faire de faire communion. Et regardez-moi ça, franchement, non, mais les planches proposées sont magnifiques. Par contre, vous le constatez, il n'y a pas grand chose à lire. Et donc on va voir cette confrontation, cette espèce de mini-Grodd qui va décider de s'allier avec Flash et pour essayer de faire front contre ces Rogues, avec bah voilà, un petit peu l'origine de la découverte de ce costume de manière assez peu hygiénique. On en plaisantait notamment avec Deviant, mais globalement c'est un numéro que j'ai trouvé hyper convaincant. Donc qui termine un petit peu l'introduction. Donc vraiment c'est original, en plus une introduction en 3 numéros que je trouve très efficace et à la fois très rapide, bordélique, mais on a l'impression que ça y est, Flash, il est là, il est né et il est prêt à en découdre. Donc c'est vraiment très chouette. Un numéro que j'ai trouvé frénétique, très rapide, mais super efficace. On a hâte de lire la suite. Je vous présente Absolute Martian Manhunter numéro 3, également vous le savez, c'est une de mes 3 lectures de l'année, tout simplement, avec Absolute Wonder Woman, dont je parlerai après, et The Moon is Following Us, dont le numéro 10 paraît aujourd'hui, tout simplement, au moment où je vous parle. Donc je vais bientôt le lire, probablement fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc Absolute Martian Manhunter, toujours Dennis Camp au scénario, Javier Rodriguez au dessin et à la colorisation. Bah encore une fois, une énorme claque ce numéro. De toute façon, c'est incroyable. Il y en avait déjà un numéro 1 qui était dingue, aussi bien par rapport à la proposition de dessin, de colorisation, toutes ces fumées, toutes ces insertions de couleurs, qui veut dire quelque chose, par rapport à justement cette dualité en lui, ce cliffhanger incroyable, lumineux s'il en est. Et justement le fait que progressivement il commence à accepter le fait d'être un 2 en 1, d'avoir son espèce d'esprit dissonant qui peut lui apporter des réponses dans ses éléments d'enquête. Et là encore une fois on a cette espèce de connexion générale. Et là aussi on a quelque chose de très particulier avec toutes ces personnes qui mettraient le feu au même endroit, au même moment, enfin pas au même endroit, au même moment, à différents endroits, pardon, mais sans en avoir conscience, avec cette espèce d'auréole blanche, de nuages, de fumée blanche qui tournerait autour d'eux. Et là, on nous parle d'un antagoniste très important, je crois que c'est le Martien blanc, quelque chose comme ça, dont nous parlait déjà justement le Martian Manhunter. Et c'est ça qui est assez fou, donc voilà, c'est cette espèce de Martien blanc qui vient envoyer un message au Martien vert, donc on se demande ce qui se passe, et c'est vraiment très intriguant. Mais vraiment, vraiment j'ai trouvé encore une fois que c'était génial, que c'était un numéro absolument palpitant, très beau comme vous pouvez le voir en plus, comme d'habitude je trouve. On a vraiment quelque chose qui est assez dingue. Donc voilà, ce Absolute Martian Manhunter, c'est une véritable expérience, mais en même temps, on a l'impression que c'est le bordel et pas du tout. Une fois dans la lecture, c'est hyper fluide, c'est hyper référencé, c'est très détaillé. Franchement, je conseille une relecture fréquente de ce titre. C'est vraiment trop bien, vous allez voir à chaque fois des petits détails qui vous avaient peut-être échappé à la première lecture. Un de mes coups de cœur de l'année, c'est aussi bien une claque graphique que très très intelligent au niveau scénar, parce que là aussi, dans cette dualité, il y a cette espèce de folie naissante, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est du faux. Il y a un moment, il y a une scène qui est très belle, où on voit, vu de sa femme, je ne sais pas si je peux vous retrouver cette planche qui est vraiment très bien, et on se demande s'il n'est pas fou, quoi. Et sa femme, elle se pose pas mal de questions, évidemment je vais pas retrouver cette planche, mais je l'avais vraiment trouvé très bien. Bon, je la retrouve pas, tant pis. Allez, on enchaîne avec le numéro 8 de Absolute Wonder Woman. Regardez-moi cette magnifique variant cover
de Sanford Green. Je la trouve super belle. Donc voilà, la cover régulière, elle est pas mal non plus, toujours de Aidan Sherman. Tac. On nous explique bien ici que c'est A New Story Starts Here, avec carrément un résumé là. Et on nous dit aussi que Trinity Doctor Wonder Woman sera une mini-série de Tom King à venir. Chouette. Et le pire, c'est que je vais l'apprendre. As My Mother's Made Me Part 1. On a un tout nouvel arc narratif ici. Encore une fois, quel plaisir de retrouver Aidan Sherman et ses compositions. Regardez-moi ça, ces pages qui se répondent. C'est très beau. C'est vraiment très bien. Et surtout, on voit un antagoniste, moi qui m'est cher, créé par Greg Rucka, évidemment, Veronica Vale. Et tout ce qu'elle va pouvoir œuvrer, notamment avec cette espèce d'être de poison. Ça aussi, c'est très intéressant. On va aussi voir un petit peu de l'appétence de Barbara Minerva. Donc on va voir un petit peu tous les personnages qu'on connaît de l'univers classique dans Wonder Woman. Donc Steve Trevor. Et là, on voit bien qu'elle aime pas trop être laissée sur le côté, Barbara. Donc on voit qu'elle va vouloir tirer sur l'épingle du jeu. On verra bien si elle deviendra la Cheetah ou pas. Et là, regardez-moi ça, cette composition assez incroyable lorsque Diana commet à nouveau une sorte de sacrifice ou de rituel magique, avec cette multiplicité de planches et ces compositions que je trouve incroyables, qui moi m'ont rappelé un petit peu Frank Whiteley dans We Free de Grant Morrison, et tout ça pour redéfinir un petit peu son domicile. Regardez-moi ça, quelle classe. Et évidemment, elle a fait ça, voilà, en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Et ensuite, évidemment, elle propose une petite tasse de thé. Mais vraiment, quel épisode très chouette. Très bien. Où on se rend compte finalement que Veronica Vale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de récupérer la technologie du tétracide. Vous savez, avec ces cris absolument insupportables qui rendaient complètement fou et qui provoquaient les pires peurs, les pires cauchemars chez chacun d'entre nous. Donc non, vraiment, super numéro encore une fois, avec un super cliffhanger. De toute façon, Absolute Wonder Woman, comme je vous le disais, c'est vraiment une des meilleures séries absolues. C'est peut-être ma préférée, moi, tout simplement. Donc je l'aime énormément. Avec encore une fois un super cliffhanger. Donc l'univers absolu depuis le début, je suis plutôt conquis. On enchaîne avec Image Comics et le numéro 1 de Sleep, de Thunder Cannon. Alors si vous ne connaissez pas Thunder Cannon, c'est celui qui a œuvré sur Kaiju Max. Kaiju Max, je ne l'ai pas encore lu, et pourtant ça m'a été beaucoup conseillé. Donc j'avoue qu'il va falloir que j'y aille aussi là-dessus. Mais je suis un petit peu sceptique à l'issue de la lecture de ce numéro 1. Alors, ce numéro 1, j'en savais pas grand-chose. On voit un petit peu déjà à la cover. On a quelque chose visiblement encore autour du meurtre et autour du sommeil. Au cas où, il y a la quatrième de couverture qui est clairement plus équivoque. When he falls asleep, our nightmare begins. Lorsqu'il s'endort, c'est là où commence notre cauchemar. Et donc, on voit cette petite ville. On va suivre le personnage de Jonathan. Jonathan qui reçoit le coup de téléphone de Tabby. Et alors là, je vous présente le style de Thunder Cannon qui, moi, ne m'a absolument pas séduit. Mais alors, pas du tout. Même plutôt au contraire. Je n'aime pas du tout le style de dessin. Et effectivement, on nous montre Sunday, façon Shining de Kubrick. Il nous manque que l'effet sonore qui accompagne. Donc, on a Jonathan qui sort de chez lui. Et effectivement, on lui explique qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Parce que tout le monde ne parle que de ça dans le quartier. Qu'il y a une espèce je sais pas, de serial killer ou de bête féroce animale qui aurait sévi et qui aurait arraché des membres et juste devant chez lui quand même, c'est assez étonnant. Et pendant ce temps-là, on a le retour de Hip, un ancien membre de cette petite ville qui revient après des années et des années d'exil, entre guillemets, donc il revient vivre un petit peu là où il a grandi. Donc c'est un petit peu tout le monde qui retrouve son pote d'enfance, c'est aussi lui qui retrouve un petit peu la ville où il a grandi. Donc c'était un petit peu le trublion, le trouble-fête, qui retrouve en fait justement son ancien institut qui est maintenant l'espèce de directrice du café dans lequel travaille Jonathan. Donc on a un petit peu ces trois personnes qui vont se retrouver autour de leurs souvenirs d'enfance, de ce qu'ils sont devenus, et de plein de choses comme ça. Et lui, il veut retrouver la trace de son chat, parce que depuis la nuit d'avant, il ne retrouve plus son chat. Et évidemment, le cliffhanger, on n'en est pas franchement un, puisque c'est vraiment le comics qui démarre, puisque c'est une sorte de loup-garou moderne, en quelque sorte. Mince, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne comprends pas à mon réveil. J'ai les vêtements déchirés et il y a des gens et du sang tout autour de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est coupable?
Ah, franchement, j'ai trouvé ça franchement pas terrible du tout, voire pas bien. Bon, moi, j'arrête clairement après ce numéro 1. Ça m'a clairement pas convaincu, j'y suis allé sur quelques recommandations. Mais bon, bah, tant pis, je ne vous juge pas ceux qui m'ont recommandé ce titre, mais honnêtement, moi, ça m'a absolument pas convaincu, que ce soit les dessins que j'ai trouvé vraiment quelconques. Et je trouve qu'ils servent très peu le propos, que ce soit les dialogues et ce côté tranche de vie qui m'intéresse absolument pas, que je trouve limite caricaturaux. Non, vraiment, pour moi, rien n'allait dans ce numéro 1. Donc c'est fini pour moi, Sleep. Donc voilà. On continue avec le numéro 4 de Bug Wars, de Jason Aaron au scénario et de Mahmoud Asrar au dessin. Et Matthew Wilson à la colorisation. Donc c'est une mini en 6, même si on l'avait dit, ça c'est plutôt réjouissant. Il disait que c'était vraiment le Book 1 Lost in the Yard, Chapter 4, The Son of the Gym. Et on a vraiment quelque chose qui commence de manière assez horrible, hein, c'est-à-dire qu'on a un petit peu les scarabées qui torturent, là en l'occurrence, un peuple des abeilles, hein, qui torturent de manière assez ignoble, hein, comme vous pouvez le constater. Et on a Slade Slaymaker qui lui s'est fait un petit peu kidnapper par cette espèce de princesse araignée, qui quelque part devait le ramener un petit peu auprès des siens, parce que forcément son peuple était très intéressé par l'amulette, hein. Et on a vraiment que ce soit des discussions ou des designs qui sont absolument géniaux. Là, on le voit, donc on nous montre les différents territoires, notamment le territoire des terres tondues. Évidemment, les terres tondues, on sait ce que c'est, puisque leur objectif, c'est évidemment de tuer cette espèce de Annie Razor. Donc vraiment celui qui provoque cette tempête de la mort. Évidemment, il s'agit de nul autre que Sidney, le frère de Slade Slaymaker. Et d'ailleurs, on en apprend un petit peu plus sur Sidney, quelqu'un qui aurait une sorte, pas mal de troubles mentaux. Il lui arrivait pas mal de choses un petit peu traumatisantes. Mais malgré tout, on parle d'amour inconditionnel et d'un petit peu le fait que Slade Slaymaker, lui, soit un petit peu retrouvé le cul entre deux chaises. Et on a vraiment des scènes que je trouve absolument géniales. Ce personnage, la princesse araignée, nous explique un petit peu pourquoi elle a été elle aussi bannie de son clan. On a des scènes absolument géniales et épiques, comme là, à d'autres grenouilles. Non, vraiment, ça fonctionne hyper bien, avec un cliffhanger qui fonctionne du feu de Dieu. Non, Bug Wars, depuis le début, c'est vraiment excellent. Donc, nul doute qu'il y aura plusieurs livres, donc a priori plusieurs mini qui risquent de fonder comme un grand univers très très ambitieux de la part de Jason Aaron. Ça fonctionne super bien, c'est un régal. Mahmoud Asrar, il s'éclate. Ce qu'il nous propose avec vraiment ces espèces de guerriers à dos de guêpes ou vraiment, je vous dis, à dos de scarabées ou de fourmis, ça fonctionne hyper bien. On sent, là, on est dans une période de trêve, mais on sent que malgré cette trêve, il y a quand même des extrémistes de tous côtés. Et là, on va voir Slade Slaymaker qui va essayer de vraiment faire amende honorable et qui va confronter véritablement sa destinée et celle de son père. Donc une mini-série que j'aime énormément, que je vais continuer de suivre avec grand plaisir. On continue avec un petit segment Ghost Machine, avec tout d'abord le numéro 6 de High Street, cette série horrifique que j'aime énormément, scénarisée par Jeff Jones, créée par Jeff Jones et Ivan Rice. Malheureusement, nous n'avons pas Ivan Rice sur ce numéro, comme pour le précédent. C'est Francis Portela au dessin et Brad Anderson, toujours lui, à la colorisation. On va s'intéresser ici à pas mal de choses, à pas mal de personnages différents. Notamment ici, on voit Miss Goodbody et Pranky. Et effectivement, là, on le voit bien que c'est pas tout à fait les mêmes résultats. Lui, Pranky, vous le savez, il a largement atteint le nombre d'âmes qu'il devait livrer au scorekeeper, mais il décide de rester, de saboter un petit peu le jeu malgré tout. Miss Goodbody, elle est à 2 âmes de pouvoir un petit peu trouver le salut et retrouver un petit peu sa vie d'antan, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas exactement non plus quelles sont les destinées de ceux qui parviennent à atteindre leur objectif. Mais là, on va s'intéresser aussi, du coup, à d'autres personnages qu'on n'a pas encore abordés, qui feront peut-être l'objet des numéros à venir. Et là, on va voir une espèce de quart de touriste qu'est-ce qu'il voulait visiter, je sais même plus. Oui, c'est Hollywood Boulevard, tout simplement. Il comptait visiter Hollywood Boulevard, mais il se retrouve catapulté sur High Street, sans qu'on comprenne pourquoi au départ. Évidemment, la raison va nous être expliquée, et elle fait froid dans le dos. Là aussi, c'est que chacun voit un petit peu sa destinée. Il n'y en a qu'une parmi eux qui se sent coupable par rapport à ce qu'ils ont dû imposer, notamment au chauffeur. Évidemment, cette personne-là, du coup, va être la victime des autres qui, eux, la culpabilité, ils préfèrent s'en laver les mains et puis la chasser du mieux qu'ils peuvent. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé
encore une fois, qui fait froid dans le dos, qui est assez glaçante. De toute façon, High Street, c'est souvent comme ça. C'est des personnes, ces personnes qui arrivent ici, arrivent rarement là par hasard. Il y a forcément une raison. À côté de ça, on a le sadisme de Pranky qui continue, la détresse de Miss Goodbody, et puis vraiment cette espèce de cruauté froide de Mr. X-Ray. Non, c'est vraiment super. On nous promet un affrontement et le retour du Matinee Monster, celui qui refuse de livrer la moindre âme. High Street continue à être super intriguant, assez cryptique, assez écliptique, mais passionnant à chaque fois. Mais vivement le retour d'Ivan Rice quand même. Même si Francis Portela a fait du filler plutôt sympathique. On continue avec Ghost Machine et cette fois l'univers de The Unnamed avec cette magnifique wraparound. On a l'habitude maintenant de Brian Hitch avec ce numéro 12 de Redcoat, toujours scénarisé par Jeff Jones. Et donc Brian Hitch au dessin, je crois, assisté à l'ancrage par... non, pas sur ce coup-là, c'est vraiment juste Brian Hitch, aussi par Andrew Curry, c'est bien ça. Et c'est toujours Brad Anderson à la colorisation. Donc sur Redcoat numéro 12, où vous le voyez, il y avait forcément cette rencontre avec The Northerner, ce nordiste. Évidemment, on est en plein contexte de guerre civile américaine, de Civil War, qui a eu lieu entre 1861 et 1865. Et là, on a plein de choses très intéressantes. On voit notamment par rapport à la personne qui figure sur ce dollar américain, voilà, qui est dans les mains du Northerner, qui lui semble un voyageur temporel, clairement. Il vient du futur. Il a des armes qui ne sont pas d'époque. Et on va voir qu'il explique à Simon Pure que le destin de l'Amérique et le sien sont étroitement liés. Et que si jamais l'Amérique subit des contre-coups, lui aussi, il va subir des douleurs adéquates, proportionnelles. Donc, c'est très intéressant. Et forcément, là, on va voir aussi cette espèce de cordonnier, là, donc de Cobbler, le cordonnier, qui lui aussi l'antagoniste, qui avait remis une espèce de lettre qui devait être remise au général, un des deux généraux de cette guerre civile. Et on va voir que lui, le Northerner, nous explique que là d'où il vient, c'est le Sud qui a gagné. Mais visiblement, c'est pas comme ça que les choses devaient se produire. Et nous, on le sait. Mais comme on le sait très bien dans The Unnamed, on a une frise chronologique de l'Amérique qui va être un petit peu complètement redéfinie. Et The Northerner, visiblement, il sait beaucoup de choses sur Simon Pure et ça étonne ce dernier. Il lui dit mais tu sembles me connaître, mais comment c'est possible? Il me fait on s'est déjà rencontrés, mais à l'avenir. Oui, forcément. C'est ce genre de choses, ces paradoxes temporels dont on est friand si on est adepte de Retour vers le futur, par exemple. Super numéro, encore une fois. Là, on sent que Redcoat va également être accompagné à nouveau d'un acolyte enfant. Cette fois, ce n'est pas Albert Einstein, c'est quelqu'un d'autre. Mais on va voir aussi que ce personnage de Northerner, il est vraiment très intriguant. Et un nouvel antagoniste avec The Cobbler à venir, donc le cordonnier. Après l'électricien dans Gailleur, le cordonnier dans Redcoat, on va refaire tous les métiers artisanaux, c'est magnifique. Mais en tout cas, Redcoat, toujours une série où je me régale et j'ai très très hâte de lire la suite. Et on termine avec Image Comics, et cette issue de secours général, avec ce numéro 13 de Farrell. Et oui, regardé par les auteurs de Stray Dogs. Toujours donc Tony Flix au scénario, Trish Forstner et Tom Rodriguez au dessin, et Brad Simpson à la colorisation. We all going to die. Oh là 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 là, mais oui, nous allons toutes et tous mourir, c'est terrible. Nous dit, je crois comment elle s'appelle, c'est Gigi, absolument Gigi Laborgne, à qui il arrivait pas mal d'aventures. Donc là on voit, il y a eu Lucky, cette espèce de chat tigré qui a un chien à sa solde, un chien bouffeur de zombies. Et là il y a pas mal de choses, on se rend compte que le chien en mangeant les infectés n'est pas infecté à son tour. On avait vu aussi qu'il y avait pas mal de chats qui avaient du mal à se remettre de ce qu'ils avaient dû faire pour survivre et de ce qu'ils avaient dû manger notamment pour ne pas mourir de faim. Donc on continue vraiment cet excellent comics félin, survivaliste dans cet apocalypse zombie. Et là ils veulent tout simplement essayer d'atteindre une sorte de centre commercial abandonné, mais comment dire, guetté par des infectés à leurs pieds, quoi. Donc ils essaient de vraiment d'y accéder, mais par les toits. Et on va voir que le problème, c'est que là, il y a un orage qui se produit à ce moment-là. Il y a des chatons dont il faut prendre soin. Donc, vont-ils s'en sortir? Vont-ils parvenir à arriver dans ce centre commercial? Et si oui, est-il en toute sécurité? Farrell, c'est une série que je continue à avoir beaucoup de plaisir à lire, mois après mois. Même si il y a un côté un petit peu train-train, un petit peu plan-plan presque. C'est toujours très plaisant. Il y a beaucoup d'aventures, c'est bien écrit. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait nous faire 40 ou 50 numéros comme ça, quoi.
Donc je sais pas trop où on va. Est-ce qu'on va vraiment quelque part ou est-ce qu'on va continuer d'aller d'aventure en aventure sans qu'il y ait forcément un but précis, mais on va suivre ces pérégrinations félines, et pourquoi pas. Mais voilà, j'ai une légère impression de lassitude, quoi. C'est pas que je m'ennuie, mais je me demande un petit peu où on va, je me pose des questions. Mais je ne boude pas mon plaisir, ça reste une série très agréable à lire. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour moi, et c'est déjà pas mal pour cette issue de secours numéro 40, où il y avait quand même pas mal de numéros à couvrir. Donc globalement, encore des énormes coups de cœur pour Absolute Martian Manhunter et Absolute Wonder Woman, que j'ai vraiment énormément aimé. Quoi d'autre, New Gods numéro 6, que j'ai vraiment trouvé excellent. Un très bon départ pour Mr. Terrific Year One. Et puis une grosse déception pour le slip de Thunder Cannon que je vais arrêter. Et puis Ghost Machine toujours aussi plaisant, j'aime toujours autant. Voilà, c'est tout pour moi. Ah oui, et puis Bug Wars aussi. Oh là là, quel mini Bug Wars, j'aime énormément. Donc j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de mini pour faire un grand univers. Voilà, cette fois c'est vraiment tout pour moi. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces dernières semaines, ça m'intéresse. Merci de lâcher un petit like si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner si ce n'est pas le cas. Ça fait plaisir, puis ça aide la chaîne à grandir et c'est extraordinaire ce qu'on a déjà atteint. Et ce qu'on peut viser, c'est formidable. Sky is the limit. Bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente matinée, une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!